ils vont se présenter à ton rôle, mais j'ai le plaisir d'accompagner, enfin d'accueillir Philippe Bourquin de France Télévisions, Stéphane Gauthier de Virtual, Jean Monco de TV Only. Nous recevrons également Ghislain Fabribo de Dorsal qui va arriver entre-temps, et Cola Overcoat de EasyWare qui devait répondre à la première question, n'a pas pu être présent justement par rapport à ces besoins de synchronisation des applications, là en l'occurrence une application avec les États-Unis qu'il fallait un petit peu retravailler ce matin, donc excusez auprès de vous, mais vous aurez certainement l'occasion de le rencontrer. Alors cette table ronde va s'organiser autour de quelques questions que je voudrais poser à nos invités et commencer par Stéphane, on leur demandait de présenter leur société, mais surtout aussi d'exposer leur vision aujourd'hui de la télévision connectée. Donc Stéphane, au Dual, vous produisez une émission interactive, notamment sur la télévision suisse. Quelle est aujourd'hui votre vision de la télévision connectée? Alors, effectivement, Virtual, c'est la contraction de virtuel et de dualité. On est, par rapport à ce qui a été présenté, qui est très très vaste, puisque c'est tout ce que l'on peut faire en télévision connectée. Notre focus est celui de la production d'émissions de télévision qui offrent une interactivité. Interactivité sur le premier ou sur le deuxième écran. Virtual, c'est donc la contraction virtuelle. Pourquoi? Parce qu'on utilise des technologies de jeux vidéo pour générer une partie du contenu que l'on va voir en télévision, et donc faire que dans ce coût de production, l'ensemble de l'application que l'on développe pour l'émission de télé puisse ensuite servir sur l'interactivité pour le téléspectateur chez lui. Alors, je ne sais pas si on peut lancer la première vidéo, puisque voilà, une bonne image est généralement beaucoup plus parlante qu'un long discours. Là, vous allez voir la bande de présentation de The Avatar, qui est la version internationale des Imbattables, qui est l'émission que l'on a développée technologiquement parlant pour la RTS, Radio-Télévision Suisse, et qui existe maintenant depuis plus d'1 an sur l'antenne de RTS. Alors, je sais pas si... Welcome in Ivatars, a brand new kids TV show. Ivatars goes beyond the traditional game show format, allowing viewers at home to play alongside the studio teams and live the game. The first step in the game is to create your own Ivatar. Players can customize their Ivatar with a choice of thousands of different clothes and accessories. Nice job! You're looking great! And you're in the TV audience, waiting to play along. In the first round, you play with the 2 studio teams using your Ivatars to answer questions using images. Which ones of the cowboys were real? The studio team with the highest score is then teleported with its avatars into a fantasy world called Mishmash. In Mishmash, players are given a list of words they have to make up by popping balloons which contain different voilà, letters. alors je vais prendre le pas là-dessus, si on peut juste figer, faire stop. Donc, vous avez vu les 2 ingrédients essentiels de la production de cette émission. Un décor virtuel, donc là, on est dans un studio virtuel, et puis des avatars. Le décor virtuel permet de générer un environnement de travail. Si on peut passer à l'autre vidéo, vous allez tout de suite voir comment est-ce que, du coup, on travaille en production télé. On se retrouve avec des coûts de production qui sont diminués, puisque, voilà, ça c'est un reportage de la RTS, qui vous montre comment l'émission est fabriquée. Terrien, bonjour, bienvenue au fin fond de l'univers, dans une galaxie où la technologie n'a plus de limite. Bienvenue sur la planète des Imbattables. Les Imbattables, je dirais que c'est une planète en soi au niveau technologique. On a juste on peut faire un serveur qui juste pour compose. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, je vous ai montré la vidéo de présentation, vous avez vu des tas de plans avec des caméras qui font des looms, des trucs fabuleux. On doit avoir une 60aine de plans possibles pour générer l'émission, alors qu'en réalité, elle est tournée dans un studio de 120 mètres carrés,
avec 4 caméras fixes. Donc le gros intérêt, c'est qu'on se retrouve avec un coût de production qui est relativement réduit, puisque c'est 13 personnes pour faire cette émission. C'est la RTS qui produit en interne, donc les gens de la RTS ont dit, en présentant le projet à leur direction, le coût de l'émission par rapport au jeu que ça remplace, c'est 15% moins cher. Donc déjà, on arrive à faire une émission qui coûte moins cher à produire. Et comme vous l'avez vu dans l'exemple, l'enfant chez lui retrouve tout l'univers, donc toute cette application qu'on a développée qui permet de générer les images en 3D temps réel pendant la production de l'émission. Tout cet applicatif se retrouve ensuite sur la tablette ou sur l'ordinateur de l'enfant pour lui permettre de vivre le programme de l'intérieur. C'est-à-dire que la puissance du deuxième élément qui est l'avatar, c'est que cet avatar, je vais le créer, je vais le personnaliser avec ma photo, je vais le voir vivre dans mon deuxième écran, immergé dans l'univers de l'émission que je suis en train de regarder, voir si j'ai de la chance, c'est peut-être mon avatar à un moment que je vais voir apparaître à l'écran dans le public. Donc on est vraiment là dans une interactivité où on fait vivre aux téléspectateurs véritablement le programme de l'intérieur. Tout ça en ayant une émission enregistrée. C'est-à-dire que ce que vous avez vu, c'est l'enregistrement de l'émission. L'émission est mise en boîte, elle est diffusée. Au moment où elle est diffusée, sur le deuxième écran du téléspectateur, là on a un environnement de jeu vidéo où on restitue tout ce qui s'est passé pendant le tournage, mais de façon complètement synchronisée. Ce qui fait que les jeux sont lancés au même moment, les applaudissements sont lancés au même moment, et ainsi de suite. Et donc on arrive vraiment à mixer télévision et interactivité, tout en bénéficiant des coûts de production, puisqu'on tourne 4 jours de suite les émissions et on met tout ça en boîte, donc on a un coût de production qui est moins cher, avec une interactivité qui est beaucoup plus engageante pour le téléspectateur, parce qu'il est dedans. Quand on a fait des tests auprès d'un panel, c'était déjà en 2009 avec l'ancêtre des imbattables qui s'appelait Zavastar, eh bien 85% des gens nous disaient c'est génial parce que l'émission est en direct, alors qu'elle était enregistrée. Donc c'est ça notre objectif au sein de Virdual, c'est de réussir à produire cette interactivité au sein même du mode de production, de manière à ce que l'ensemble soit plus engageant et globalement moins coûteux. C'est surtout aussi s'appuyer du coup sur le côté événementiel de la télévision. C'est-à-dire qu'évidemment, je peux aller m'entraîner sur l'application pour être très très bon, mais là où ça devient intéressant pour une chaîne comme la RTS, c'est que le rendez-vous, c'est au moment où l'émission est diffusée. Donc tout le monde se retrouve autour de l'émission qui donne le tempo et qui définit le rythme. C'est à 16h30, là en l'occurrence, tous les mercredis, tous les copains se retrouvent autour de l'écran de télévision. Et là où demain on va pouvoir aller beaucoup plus loin, c'est que plus les set-top box, l'over-the-top va exister, plus on va pouvoir intégrer au-dessus de l'image, puisque une partie de l'image est générée avec de la 3D, on pourrait tout à fait générer des images par-dessus l'émission. Par exemple, au moment où l'animatrice accueille les candidats et dit « Bienvenue aux avatars », aujourd'hui on a un plan qui est tourné sur le public avec le public que l'on a généré au moment du tournage de l'émission. Demain, rien ne nous empêcherait, si le set-top box, si la télévision a suffisamment de puissance graphique 3D, à ce moment-là, d'insérer dans la diffusion une séquence dans laquelle, comme par hasard, il y a mon avatar qui apparaît dans l'écran. Ou j'ai mon score qui apparaît sur le score des candidats sur le plateau qui apparaît dans l'écran. Et donc, on peut générer cette interactivité de manière double, à la fois sur le deuxième écran, parce que continue à penser que ce deuxième écran reste quelque chose qui permet déjà à plus d'une personne de jouer face à une émission, ce qui est toujours sympathique, mais on sait qu'on c'est un côté très pratique, très, très palpable. Mais on pourrait générer bien plus de choses sur le deuxième écran pour faire que l'immersivité du téléspectateur soit encore beaucoup plus grande. Donc c'est ça ce que l'on a initié avec la RTS. Alors, sachez que on peut aussi le faire, on l'a fait par exemple sur un documentaire pour la ville d'Issy-les-Moulineaux, donc là, on n'est plus que sur la logique du décor, mais on a reconstitué le fort d'Issy-les-Moulineaux en 3D. On a créé un documentaire qui est une balade de découverte de ce qu'était le fort d'Issy-les-Moulineaux pendant la guerre de 1870. Eh bien, le téléspectateur qui le souhaite, sur son deuxième écran, peut en même temps se balader dans le fort. Donc je me retrouve aujourd'hui avec un dispositif qui est soit un documentaire classique que je vais pouvoir regarder de manière complètement passive et je vais avoir le discours et les images du réalisateur, soit une application de découverte du fort que je peux consulter quand je veux. Mais au moment de la diffusion de l'émission, si je me connecte sur le fort et que je suis synchronisé, je vais pouvoir alterner ce que me propose le réalisateur à l'antenne
et ce que moi je vais regarder sur le deuxième écran. Donc si à un moment il dit regardez, ça c'était la caserne des soldats, eh bien je peux choisir de regarder la reconstitution 3D avec le point de vue que me propose le réalisateur, ou je peux regarder sur mon deuxième écran. Et donc finalement, le téléspectateur multi-écran va se créer son propre documentaire tout en ayant le même fil narratif que tous ceux qui vont regarder le documentaire. Un petit peu comme quand vous allez au musée, que vous suivez un guide, et que le guide vous présente une œuvre, vous pouvez regarder l'œuvre, vous pouvez regarder sa main, vous pouvez regarder à côté, vous pouvez regarder un détail. Finalement, vous avez suivi le parcours du guide comme tout le groupe, mais chacun a eu sa propre vision et sa propre visite personnalisée. Voilà, on pourrait aussi le faire par exemple sur du dessin animé ou sur des choses comme ça. Mais on va y revenir de toute façon tout au long de cette discussion. Ce que je retiens déjà des interventions de Pascal et de Stéphane, c'est qu'on est dans un univers de télévision et que la technologie en fait sert la création. C'est peut-être que Philippe Bourquin de France Télévisions va davantage nous commenter par rapport aux stratégies de la chaîne, qui a été une véritable pionnière, qui a bien joué son rôle de service public dans tous ces domaines et qui aujourd'hui, je crois, connaît un certain et même un grand succès par rapport à toutes ces applications. Oui, bonjour à tous. Un grand succès, l'avenir nous le dira, parce qu'il y a une grosse partie de notre stratégie qui est de tester, d'apprendre, d'essayer de corriger par rapport à ce qu'on a déjà lancé et de suivre ces usages, parce que je dirige la télé connectée depuis maintenant 2 ans et demi, 2 ans, et j'ai l'impression d'avoir déjà rebattu les cartes une bonne demi-douzaine de fois. Donc le succès, je verrai, mais c'est vrai qu'on est en train de bâtir quelque chose qui nous semble solide jusqu'à ce que la prochaine révolution arrive. Donc c'est vrai que, parce qu'Hippolyte en parlait tout à l'heure, on a des nouveaux types d'interactions qui arrivent avec des nouveaux écrans, avec quelle est la priorité qui va être donnée typiquement entre un dongle HDMI qu'on met derrière la télé et l'interface de Samsung et le FAI. C'est typiquement des choses où on se doit d'être présent nous aussi sur toutes les interfaces, tous les parcours d'usage, pour essayer de suivre ce que le téléspectateur suivra, choisira. Et aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans la situation de savoir et d'en être sûr. Alors après, comment est-ce que nous, on a essayé de s'y prendre? On a 2 principaux parcours d'usage. Si on veut vraiment le définir sur le téléviseur, on a le parcours d'usage qui consiste à utiliser le téléviseur comme un menu. Donc là, c'est un petit peu la même chose que sur un iPad ou sur un smartphone, c'est-à-dire qu'on a vraiment une entrée par marque, donc avec des marques fortes et des icônes dans lesquelles on rentre. Et là, c'est vraiment un nouvel Eldorado de distribution, c'est-à-dire que, on l'a vu, il y a des chaînes, il y a des expériences qui n'étaient pas forcément accessibles sur le téléviseur et qui maintenant le sont. Et donc nous, à titre d'exemple, et il y en aura d'autres cette année, je le promets, on a lancé une Culture Box, qui est vraiment une application qui redonne à la culture la place qu'elle devrait avoir sur le téléviseur. Et donc, il n'y a pas que des opéras en HD, mais il y en a, mais il y a aussi de la danse contemporaine, mais dernièrement, le concert de M en exclusivité, j'ai regardé il n'y a pas si longtemps Kezia Jones en showcase live. Enfin, il y a vraiment des accès à des contenus auxquels on ne pourrait pas avoir accès autrement, et qui sont donc là par un menu, exactement comme on le ferait sur un iPad ou sur un smartphone. Et il y a un deuxième parcours qui nous concerne, nous, davantage, nous broadcasters, que d'autres marques qui pourraient être également présentes sur ce menu, qui est de passer par le programme, donc de ne plus passer par cette interface des constructeurs, typiquement, mais de passer par la chaîne. Et donc on est avec le programme, on appuie sur une touche, donc il se trouve que nous on choisit la touche OK et on commence à être suivi. Donc en appuyant sur cette touche OK, on accède à davantage de choses sur le programme. Donc ça, c'est ce que l'AFDESI connaît bien, d'essayer de pousser l'interactivité autour des programmes depuis longtemps, on en parle. Bon, c'est une chose qui commence à être palpable, mais qui n'est pas forcément toujours évidente. Et c'est pour ça que moi, juste sur les définitions, j'inclus la social TV là-dedans, puisque toute l'interactivité qu'on peut faire autour d'un programme, en fait, c'est rendre social la télé d'aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que la télé d'aujourd'hui. Mais il y a aussi davantage de choses, c'est-à-dire que par ce biais de « je suis sur ma chaîne », je peux, comme chez les FAI, accéder
au replay, accéder à d'autres pans de l'offre. Donc, typiquement, là aussi, on va adresser la culture, l'info, la jeunesse, enfin toutes les verticales thématiques que France Télévisions essaye de développer. Et il y a une frange qui est un petit peu entre tout ça, c'est les expériences, et donc sur ce parcours, on essaye de s'approcher le plus possible de l'expérience télé, et on l'a dit tout à l'heure, on est sur quelque chose qui se rapproche encore plus de la télé qu'auparavant. Au final, on est vraiment à la recherche de la killer app, et on se dit que la killer app, c'est peut-être uniquement quelque chose de très très simple, et donc c'est vrai que l'année dernière, on a lancé également, enfin maintenant, non, il y a 2 ans, Salto, qui était une idée très très simple, c'est juste l'idée de revenir au début du programme. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui est assez facile à expliquer et qui est un service dont l'utilisateur comprend tout de suite le bénéfice. Pour préciser, puisque même si c'est très simple, tout le monde a l'impression que ça existait déjà, c'est un usage qui complète le replay, qui complète l'enregistrement, parce qu'il fallait déjà savoir ce qu'on voulait regarder pour l'enregistrer, qui complète le time shifting, le fait de pouvoir appuyer sur pause, parce que pour le coup, là, il faut déjà être sur la chaîne en train de regarder quelque chose, d'appuyer sur pause, et ça complète aussi le replay, parce que pour le coup, c'est complètement différent. C'est j'ai entendu parler de quelque chose et je veux le revoir après, je dois attendre parfois 2 heures, 3 heures pour pouvoir le voir. Là, ça répond juste à un usage très très simple qu'on a tous connu, qui est j'arrive tard, trop tard pour le début de mon film, j'appuie sur une touche, et je reviens au début du programme. Donc ça me permet de tout voir et conclure. Et donc, cet usage simple, on a vraiment l'impression qu'il y a ce qu'on a fait autour de Salto, mais il y en a d'autres qui sont certainement à venir, certainement pas chez France Télévisions d'ailleurs, hein, on a énormément. Et c'est vraiment, pour moi, ce qui manque aujourd'hui à la télé connectée pour qu'elle se transforme en un outil utilisé et compris par le grand public, puisque tout est là. Et moi, je dis souvent qu'on est exactement avant l'arrivée de l'iPhone dans l'Internet mobile. C'est-à-dire que tout le monde savait que l'Internet allait arriver dans les smartphones, tout le monde savait que ça allait être un succès, tout le monde savait que c'était inéluctable et que tous les débats qu'on peut avoir sur est-ce que ça va marcher ou pas sont quand même maintenant totalement révolus. En revanche, il manque peut-être la petite frange d'ergonomie, la petite frange justement d'intérêt autour d'une application phare et compréhensible pour que le grand public y adhère complètement, bascule, justement passe d'une interface à l'autre, choisissent parmi tous ces écrans. Donc Jean, quelle est aujourd'hui ta vision de la télévision connectée par rapport à l'expérience TVOD, sans rentrer dans le détail, puisqu'en fait sur les modèles économiques, etc., on va y revenir. Moi je suis un vieux producteur, j'ai commencé au siècle dernier, on est 14 ans après. C'est intéressant, vous m'avez présenté comme un producteur traditionnel. C'est vrai que moi j'ai pendant des années vendu des programmes linéaires très formatés en 26, en 52, en 90 minutes, plutôt pour l'étranger, car la France, jusqu'à il y a très peu de temps, était un marché oligopolistique, il y avait très peu de broadcasters traditionnels, dont monsieur, on est un des représentants, et on était des milliers de producteurs. Donc moi, juste une petite parenthèse, j'ai préféré exporter des programmes plutôt que de faire des réunions de réseau. Donc chez TVOD, on s'est porté très rapidement vers l'étranger. Donc on réalise aujourd'hui, pour vous situer, 60% de notre chiffre d'affaires à l'extérieur, et on représente, donc on est à la fois éditeur, producteur et distributeur. Éditeur parce qu'on a la nécessité de garder le copyright. Et juste une petite parenthèse sur le modèle économique, aucun des diffuseurs chez nous ne finance plus de 40% de notre programme. Ça a une double vertu. La première, c'est de garder le copyright, et le deuxième, c'est de ne pas perturber notre workflow, puisque vous savez comme moi que la télévision, c'est le deuxième métier de tout le monde, comme sélectionneur de l'équipe de France. Donc tout le monde a un avis sur un plan de télévision, sur un montage. Donc nous, pour éviter ça, eh bien, on disperse, on ventile dans nos plans de financement l'intervention des différents broadcasters. Donc avec Jean, on portait un programme d'ailleurs chez les France Télévisions, chez France 5, qui est une série de 20 numéros de 26 minutes qui s'intitule Écologie. C'est le tour du monde des maisons écolo qui sont compatibles avec le bien-être et le confort. Donc on a voulu justement s'adresser
une fois la commande acquise chez France Télévisions, je vais très vite, s'adresser au CNC pour solliciter de la part du CNC un budget concernant les nouvelles écritures, car en réalité, pour faire une ellipse très rapide, entre le moment, ce que je vous expliquais, où on vendait des produits linéaires très formatés, un programme, une chaîne de télévision, aujourd'hui, nous sommes contraints de devenir des éditeurs, producteurs multiplateformes, pour reprendre une expression qui aujourd'hui se diffuse très largement dans le grand public. On avait une plateforme unique, le broadcaster traditionnel. Ces broadcasters, évidemment, épousent le sens de l'histoire et la social TV aujourd'hui est majeure. C'est-à-dire qu'un producteur classique aujourd'hui doit anticiper en amont la constitution d'une communauté. Puis au moment de la diffusion dite classique, où on intervenait à ce moment-là, au moment de la diffusion instantanée, on fait notre travail que l'on faisait déjà il y a longtemps. Et puis on doit aussi assurer le service après-vente, continuer à animer une communauté. Alors chez France Télévisions, où c'est un vrai sujet, donc là il y a des gens extrêmement compétents et visionnaires qui ont pris ce projet de manière efficace et encore une fois avec une vision. Il y a d'autres concurrents de France Télévisions où ils savent que c'est aussi majeur, mais les producteurs sont obligés de les accompagner, prennent plus l'initiative que chez vous. Toujours est-il qu'avec Jean, nous avons fait cette démarche auprès du CNC pour nous accompagner dans les nouvelles écritures. On s'est heurté, non pas, on a eu une vraie écoute, mais on s'est heurté à une différence de tempo. C'est-à-dire qu'il y a encore un hiatus entre le tempo d'une économie de production traditionnelle et puis les exigences de reconsidérer ces contenus pour les organiser autrement, pour les proposer autrement. Et ça, c'est un point très important sur lequel je vais insister. Réactiver des contenus, pour pouvoir les réactiver et les proposer différemment, il faut, c'est la condition nécessaire pour réaliser une télévision interactive, une télévision avec des contenus qui sont proposés de manière différente en fonction de toutes les plateformes et de tous les écrans. Il faut avoir la connaissance et l'information de ces contenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, une intervention ensemble il y a quelques temps, dans une maison de production qui a foi en l'avenir, il faut avoir des documentalistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vraie préoccupation d'un producteur aujourd'hui, c'est le cheminement d'un rush. Une fois qu'on envoie une équipe tourner, lorsque les rushs reviennent, il faut absolument les informer, les indexer, de manière à pouvoir les réappeler pour des utilisations, j'allais dire presque périphériques. Non, aujourd'hui, presque le programme classique est devenu périphérique. Le centre vraiment déterminant de notre métier, c'est le contenu, c'est ça qui nous permet de gagner la guerre à l'export ou autre, c'est de pouvoir informer, indexer avec des difficultés, jusqu'à quelle profondeur on informe une image, de quelle manière on décide qu'un rush est utile ou pas, si on décide qu'il est utile, comment est-ce qu'on va l'archiver, le stocker, de manière à pouvoir le rappeler à un moment pour une utilisation différente qu'on va faire. Le deuxième point dont je voulais parler, qui est là aussi en écho avec ce qui a été dit avant, c'est que Pascal Hippolyte nous a présenté des applications entre 20 et 40 000 euros. Il nous propose un dispositif entre 200 et 300 000 euros qui couvre l'ensemble des plateformes. Je pense qu'on a tous oublié une charge, vous avez évoqué d'autres charges qui vous semblaient évidentes aussi. Puis il y a une autre charge, c'est la charge de promotion. C'est-à-dire que si on ne promeut pas le programme qu'on propose aux internautes, aux téléspectateurs, aux usagers, quel que soit le qualificatif qu'on va leur donner, vous n'existez pas. Tout le monde parle de Cook, qui est un des clients de Dotscreen, sans l'intervention d'Oprah Winfrey, et malgré l'intervention d'Oprah Winfrey au mois de novembre, vous allez sur le Facebook ce matin de Cook, il y a moins de 50 personnes qui en parlent. Et d'ailleurs, les producteurs américains des années 50 ou 60, qui pour moi sont des modèles,
dépenser un dollar en promotion lorsqu'il dépensait $1 en production. Donc j'ai l'impression que le modèle qui était pertinent et actif dans les années 50-60 pour garder le copyright, pour pouvoir proposer aux broadcasters, où là, dans ce pays, il y a des vrais producteurs, parce que, une petite parenthèse là-dessus, nous en France, enfin les producteurs français, ne sont finalement que des producteurs qui répondent à des commandes. Généralement, je parle sous votre contrôle, mais vous financez l'intégralité des œuvres. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les broadcasters sont très crispés et veulent que les œuvres qu'ils financent eh bien, tournent dans leur groupe et ne veulent pas voir les programmes qu'ils financent, qu'ils soient linéaires, délinéarisés, peu importe d'ailleurs la nature et la forme qu'elles prennent, se retrouver chez des concurrents lorsque France 5 ou France 2 achètent un programme qui se retrouve chez TMC 5 ans après. On peut concevoir que c'est inacceptable. Donc d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ces grands groupes, parce que vous avez vu qu'on insiste à une grande concentration, sont extrêmement précautionneux désormais des droits qu'ils allouent aux producteurs. Or nous, pour nous, c'est une vraie préoccupation, d'autant plus pour moi, qui a pour vocation d'exporter les programmes que je produis avec l'aide, évidemment, majeure des producteurs, des broadcasters français, et pour avoir une vie ailleurs. Donc je voulais insister sur ces deux conditions pour moi qui sont majeures, c'est l'information des images qu'on produit pour ensuite les réutiliser sous forme délinéarisée, sous forme d'application, sous forme, quelle que soit d'ailleurs la nature, alimenter les moteurs de recherche. Absolument. C'est tout à fait majeur ce qu'on vient de dire. Par exemple, la manière dont on les indexe, dont on les informe, même dans les URL, ont une incidence tout à fait déterminante dans la manière dont on va être repéré par les moteurs de recherche. Et c'est très important de le dire. Et la deuxième, c'est le ticket d'entrée. Alors il y a un ticket d'entrée techno, comme l'a rappelé monsieur, il y a d'autres charges périphériques. Et moi, j'en rajoute une qui me semble vraiment majeure, c'est la promotion. D'ailleurs, je finirai sur ce point sur un certain temps, au début de cette intervention. Je produis par exemple en ce moment une émission qui s'appelle Très Très Bon sur Paris Première. Nous allons lancer l'application Très Très Bon et nous ne la lançons qu'à cette condition, c'est qu'elle va être soutenue évidemment par la chaîne qui la diffuse, qui est Paris Première, par le groupe auquel appartient cette chaîne, qui est le groupe M6, enfin le groupe Bertelsmann, qui va être supporté par l'organe de presse dans lequel travaille le rédacteur en chef, qui est François-Régis Baudry, qui est le critique culinaire de l'Express, mais qui est aussi l'animateur d'une émission de cuisine sur France Inter. Donc l'accumulation de ces trois supports promotionnels, ou plutôt de ces trois médias qui vont contribuer à la promotion, sont une des conditions de réussite de la diffusion de l'application. Et sans ce support-là, quelle que soit d'ailleurs, j'allais dire presque la proposition éditoriale que j'espère pertinente de cette application, dans un univers extrêmement concurrentiel, il y a beaucoup d'applications autour de l'économie, s'il n'y a pas ce support promotionnel de ces trois partenaires, très clairement, le risque ne serait pas pris. Voilà. Donc c'était ces trois points que je voulais évoquer très rapidement. Et sur le modèle économique, on va y revenir sur le modèle économique. Mais ce que vous disiez, effectivement, est intéressant. Enfin, et je pense que c'est un sujet aussi qu'on pourrait peut-être traiter avec le pôle par rapport à l'industrialisation de la production, de la réalisation de programmes interactifs. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, produire un documentaire, une fiction, etc., on sait comment ça marche, on sait qu'il faut un caméraman, un réalisateur, ça coûte de temps la minute, on sait combien de temps ça prend, etc. Un programme interactif, c'est vrai qu'on peut faire tellement de choses que ça peut être très vaste, mais comme je disais tout à l'heure, enfin après, je pense que c'est aux créateurs, enfin ça c'est un point de vue très personnel, mais que j'ai toujours défendu aux créateurs de dire ou d'imaginer ce qu'ils voudraient ou souhaiteraient faire, et puis après de mettre la technologie au service de tout ça. Et donc nous avons eu l'occasion d'accueillir entre-temps Ghislain Faribault d'Orcel, que je remercie pour sa présence, et lui poser la question, enfin, voilà, de sa vision aussi, pour commencer ce débat de la télévision connectée, sachant que d'Orcel est à la fois
un producteur et réalisateur, on va dire, traditionnel qui n'est pas aujourd'hui dans les domaines technologiques. Des postes qu'on appelle traditionnels. Mais effectivement, le groupe Torcel a évolué ces 10 dernières années en passant au final son métier historique de producteur de contenu à une activité un peu marginale et en choisissant sa diversification dans la distribution et la diffusion de contenu. Et ça passe par la télé connectée. Alors, je ne sais pas ce qui a été dit avant, malheureusement, je m'excuse pour le retard. Mais pour notre activité, c'est clairement pas un marché. Puisque déjà, je rebondis sur l'intervention de monsieur sur la problématique de trafic, puisqu'effectivement, sans trafic, il n'y a pas de vente, et produire ou développer une application, ça devient très compliqué. Sachant que nous avons une autre contrainte, qui est effectivement la particularité de notre contenu, qui n'est pas forcément accepté dans les pays asiatiques, dans lesquels sont les quarters des fabricants. L'audiovisuel français n'a aucun problème avec le contenu adulte. Et pour parler de la vidéo à la demande, qui est le contenu que je connais le mieux, il faut savoir qu'entre 30 et 40% du chiffre d'affaires d'une plateforme de VOD est généré par le contenu adulte. Et qu'en général, une plateforme de VOD ne serait pas rentable sans la vente de contenu adulte, à moins de bénéficier d'aide de l'État. Et du coup, de ne pas avoir les mêmes problématiques. Donc du coup, l'adulte ne pose pas de problème, en tout cas en France. En général, quand on discute avec les fabricants, on n'a aucun problème avec le contenu adulte. Et au contraire, le veulent, mais convaincre les Asiatiques, donc les Coréens ou les Japonais, c'est plus compliqué. Les Japonais sont plus souples que les Coréens. Voilà, donc nous avons développé des applications pour Philips, pour Panasonic. Et LG et Samsung, c'est très compliqué. Samsung, au début, ne voulait absolument pas d'adultes, et maintenant commence à tolérer le contenu adulte au sein de plateformes mainstream, mais ne veut pas encore d'application 100% adulte. Le problème de la télé connectable, pour nous, c'est effectivement le trafic. En France, on a une forte présence de l'IPTV, et du coup, l'usage de la télé connectée est quand même très très faible en France à cause de ce développement de l'IPTV. Il faut rajouter à cela les contraintes de contrôle parental qui sont différentes en IPTV et en télé connectée. Et en télé connectée, il faut vous créer un compte mail avec votre télécommande, etc. C'est assez compliqué. Et suite à ça, il faut aussi saisir vos coordonnées bancaires. Et donc autant, ça a mis déjà des années avant que les Français s'habituent à saisir leur carte bancaire sur Internet. Taper avec une télécommande, c'est un peu plus compliqué. Donc clairement, pour nous, c'est pas de marché. Voilà, on y est allé parce qu'il faut y aller. Mais c'est absolument pas rentable. Et les seuls pays dans lesquels finalement nos applications génèrent à peu près du revenu, c'est dans les pays dans lesquels la distribution de l'adulte est contrôlée et est interdite. Et on peut citer notamment la Russie, puisqu'en fait les utilisateurs changent les pays sur la télé connectée pour accéder à d'autres applications. Donc si elles ne sont pas géolocalisées par IP, on peut accéder à tout un tas de contenus. Donc voilà pour faire un peu l'état de marché de la télé connectée. D'accord, merci. Mais il y a peut-être d'autres applications aussi, on peut dire, enfin, sur les usages de la télévision connectée qui peuvent être considérés aussi au sens large, télévision connectée, mais aussi applications déportées sur second écran, tablette. Alors c'est plus compliqué aussi, puisque là on a affaire au puritanisme américain, et donc aucun store n'autorise des applications sexy ou adultes. iPhone en a même fait son cheval de bataille, voilà, mais même l'érotique, c'est très compliqué. Android est différent, Android ne référence pas d'applications adultes, par contre autorise les applications adultes, mais ne les référence pas. Donc c'est-à-dire que les internautes qui iraient sur mes sites depuis un device Android se devraient proposer de télécharger une application, mais elle n'est pas référencée dans l'Android Market. Donc clairement c'est compliqué parce que normalement une application c'est aussi pour vous ramener plus de trafic qui ne vient pas naturellement chez vous. Donc là c'est juste votre trafic que vous convertissez sur le mobile. Donc clairement il n'y en a pas. Application de second écran, c'est plus compliqué puisque notre contenu est différent, demande une certaine concentration on va dire. Et en général, certaines mains sont occupées, et donc du coup avoir une deuxième main pour le second écran, c'est pas simple. C'est vrai qu'on n'a pas fait d'application. Voilà, les seules applications qu'on pourrait faire sont des activités liées aux émissions de télé. Notamment nous produisons une émission pour DD
17, qui s'appelle Enquête très spéciale, qui tourne autour de l'univers du sexy. Et là, effectivement, une application un peu sexy pourrait passer et qui servirait de renvoi vers les films, puisque si vous regardez du 17, on va parler d'un film, d'une actrice, etc. Et l'application pourrait vous proposer d'aller télécharger le film, etc. Donc ça, c'est en cours de projet, mais pour le moment, on n'a pas encore d'application. Voilà, il n'y a aucune application qui existe dans l'adulte. Les seuls qui peuvent à peu près exister aux États-Unis, il y a un site qui fait une application de calcul de pourboire. Voilà, un peu sexy, qui renvoie vers leur site adulte. Donc, il faut trouver les moyens pour détourner les censures des stores. D'accord. C'est peut-être pas les mêmes difficultés qu'à la France Télévisions par rapport aux usages de la télévision connectée ou des tablettes. Philippe, si on considère justement aujourd'hui les retours que vous pouvez déjà avoir, même si tout ça est assez intéressant, sur les usages de ces applications, est-ce que vous avez quelques informations à partager, tant au niveau qualitatif que quantitatif ou appréciatif? Oui, on fait quelques applications second écran, non, même si on espère que les gens sont concentrés. Mais en retour, en fait, justement, c'est aussi une vraie question de définition. Depuis le début de cette discussion, on parle de téléviseurs connectés, de télévision connectée, de téléspectateurs connectés, à chaque fois de la télé connectée. Donc si on s'en tient d'abord aux téléviseurs, la grande difficulté est justement d'évaluer non pas la valeur absolue du nombre de contacts qu'on peut mesurer, comme l'a dit tout à l'heure Pascal Hippolyte, et qui devient non négligeable. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, on représente maintenant plus de 2 à 3% des vidéos vues de l'ensemble de France Télévisions, donc c'est quelque chose qui n'est pas non plus négligeable. Mais l'enjeu est surtout de voir comment est-ce qu'on va réussir à calculer cette cascade entre le nombre de téléviseurs vendus, le nombre de téléviseurs connectables, le nombre de téléviseurs branchés et connectés, parfois à la TNT, parfois juste à Internet, puis le nombre de téléviseurs utilisés pour cet usage, et après le nombre de personnes qui accèdent à sa propre application. Et c'est bien cette cascade qui m'interpelle aujourd'hui, puisque quand on voit, je ne vais pas pouvoir vous donner de chiffres dessus, mais quand on voit Salto, que désormais on compte en 6 chiffres par mois en nombre de vidéos vues, c'est quelque chose qui peut paraître vraiment assez bas par rapport à un usage global, mais que si on arrivait à bien calculer cette cascade, on pourrait dire que c'est peut-être un usage qui est plus fort que le replay aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est vraiment non négligeable. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a vraiment un frein avec 2 instituts d'études, on va essayer de lever très prochainement pour essayer d'avoir enfin une vision de marché correcte et partagée. Mais donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'après on dit justement est-ce que les opportunités, elles sont vraiment toujours quantifiables? Est-ce qu'elles ne sont pas aussi parfois sur les expériences? Et on a quand même évolué, on a quand même réussi à trouver, par exemple, on parlait de synchronisation tout à l'heure, dans quel cas la synchronisation est vraiment utile? Nous, on a développé une application autour de l'émission C'est à vous, qui est magnifique, je vous invite à aller la voir. Elle est très très évoluée, très belle. Et on avait mis cette espèce d'énorme avancée technologique qui était la synchronisation par watermarking dedans. Mais on s'est rendu compte qu'à un moment, avoir toute cette chaîne avec quelqu'un qui appuie sur le bouton au bon moment, la synchronisation à la milliseconde, à la frame près, qui permet d'avoir un événement, était peut-être peu utile juste pour donner la fiche d'un invité. Puisque même si on l'envoie 10 secondes avant ou si on l'envoie 10 secondes après, c'est pas très utile. Alors, il n'y a pas que ça dans l'application, fort heureusement, notamment, et ça aussi c'est un asset important, des partenariats. On a commencé à regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire comme partenariat. Par exemple, sur l'application C'est à vous, vous pouvez vous faire livrer tous les ingrédients de la recette qui est en cours directement chez vous et dans le bon packaging, c'est-à-dire pas les 1,50 litre d'huile d'olive, mais bien ce qu'il vous faut. Après, il y a quelques freins, parce que quand ils font du homard, le panier moyen est un petit peu cher, mais voilà, donc c'est typiquement le nombre de types d'expériences qui ne sont pas forcément quantitatives, mais plutôt qualitatives sur l'expérience, et ce que sur
ce que nous on arrive à en retirer. Donc typiquement pour la nouvelle saison de C'est à vous, on a mis toujours de la synchronisation, mais pas aussi évolué technologiquement. Et ça fait vraiment partie de l'évolution et de notre préparation pour l'avenir. Après, si vraiment on veut regarder quelles sont les grandes verticales qu'on va adresser et les succès qu'on peut avoir, c'est quelque chose en termes de distribution qui commence à devenir non négligeable. Et la bonne nouvelle pour Gina, c'est vrai qu'on se met à voir justement cette définition de téléviseur connecté qui tend à s'estomper au profit de la télévision connectée et donc d'inclure dedans les FAI. Et avec l'ouverture dont parlait Pascal Hippolyte tout à l'heure, avec des applications à l'intérieur des FAI, à l'intérieur des box des FAI, et là tout de suite on arrive avec un parc qui est beaucoup plus important, avec parfois justement sur cette question de promotion des usages qui sont plus connus du grand public. C'est-à-dire le grand public sait qu'on peut trouver de l'interactivité, c'est ce qu'on peut faire déjà avec les touches au bas de droite. Enfin, il y a quand même deux, trois freins qu'on peut rencontrer aujourd'hui, dont je ne doute pas qu'ils vont être levés sur la téléconnectivité, mais qui sont déjà derrière nous chez les FAI. Et c'est presque un scoop, mais c'est vrai que on a une application le mois prochain qui va être chez 2 FAI. Donc on est particulièrement attentif et impatient de voir ce que ça peut donner, y compris en termes d'audience, puisque là, je pense qu'on n'aura plus rien à envier à d'autres devices. Donc la réalité, c'est que je pense qu'en 2014, on sera loin de se dire que c'est quelque chose de négligeable et sur lequel seule la qualité compte, le quantitatif va commencer à compter. Et c'est ce qu'on disait enfin, un petit peu au début du marché de la télévision interactive dans les années 90, c'est qu'il y a quand même cet aspect non quantifiable qui est la fidélisation du téléspectateur et qui n'a pas de prix après pour d'autres modèles économiques. Si je peux juste rajouter, nous, c'est d'autant plus important, c'est pas tant la fidélisation enfin, on est quand même un service public, donc on se dit qu'on a parfois plus un modèle, même si on est attaché à avoir une commercialisation forte pour réduire aussi d'ailleurs l'intervention des contribuables dans notre financement, mais c'est vrai qu'on se doit de fournir une expérience et donc de suivre les usages du public. Et ce qu'on dit souvent, c'est que on nous demande parfois pourquoi est-ce qu'on a voulu distribuer sur toutes les plateformes, là où parfois c'était pas forcément utile. Mais si les téléspectateurs attendent et choisissent telle ou telle plateforme, le rôle de France Télévisions, c'est de suivre leurs usages. Au même titre que vous l'observerez, un Canal+, qui essaye de satisfaire ses abonnés par rapport à un investissement de base qu'ils ont fait pour accéder à leur service. Donc nous, on est aussi dans cette démarche et c'est pour ça que c'est important pour nous de réussir à comprendre leurs usages et pouvoir les servir. Oui, sur la télé connectée, il faut bien différencier télé connectée et télé interactive. Sur la télé connectée, on est vraiment aux prémices. Je crois que c'est ça qu'il faut bien rappeler. Aujourd'hui, 40% des détenteurs de tablettes ou d'ordiphone utilisent quotidiennement leur tablette ou leur ordiphone pendant qu'ils regardent la télévision. Quand on regarde ceux qui sont multi-écrans pendant qu'ils regardent la télévision, on a encore plus de 60% des gens qui le font avec leur ordinateur. Donc aujourd'hui, l'image, le marché tel qu'il existe aujourd'hui, il est beaucoup sur un écran autre que sur l'écran de télévision. Et c'est vrai que la tentation des fabricants, c'est aujourd'hui d'essayer de chacun garder, d'être maître de la télécommande. Généralement, c'est ça, hein, c'est avec quelle télécommande vont-ils aller vers l'interactivité. Et sont dans des schémas plus ou moins propriétaires, fermés, qui fait que certains acteurs n'arrivent pas à rentrer sur le marché. Alors quand on regarde dans l'histoire, c'est vrai que c'est l'avantage d'avoir les cheveux blancs, c'est que, et d'être du siècle dernier, comme dirait mon ami Jean, et que l'on regarde ce qui était Internet au début. On a évoqué un terme tout à l'heure, CompuServe. CompuServe était propriétaire. AOL était propriétaire. MSN était un fournisseur d'accès, était propriétaire. Tous les ancêtres tous les premiers services d'accès à l'Internet étaient propriétaires et ont ouvert une petite fenêtre pour aller sur le HTML. Et tout le monde s'est engouffré dedans. Et finalement, tous ces formats propriétaires ont été balayés pour le format HTML. Donc c'est pas innocent, et Dodscreen a tout à fait raison de mettre au milieu de son schéma HTML5, c'est qu'il ne serait pas improbable qu'aujourd'hui on soit dans un schéma transitoire où on est obligé de passer par des apps, par des stores, parce que c'est une vision politique et stratégique et économique de chacun des fabricants d'essayer de contrôler le marché et que ça passe par lui. Mais il n'est pas improbable que si la demande est très très forte, et là les chaînes de télévision ont vraiment un rôle à jouer,
À partir du moment où vous avez une motivation forte, si je peux le trouver par un autre biais et si je ne l'ai pas sur mon téléviseur parce que c'est fermé, j'irai sur un autre téléviseur et j'utiliserai un autre outil. Donc à un moment, le HTML5 risque d'être le format, et finalement on ne va plus télécharger des applications, mais on va accéder aux services en ligne, et les services en ligne vont être unifiés, et les éditeurs vont arrêter de dépenser une fortune en test dans chacune des applications. Donc, il n'est pas improbable qu'on soit aujourd'hui dans une phase de transition qui risque progressivement de basculer vers la fourniture de services dans un format HTML5, alors évidemment avec des adaptations pour chacun des devices, mais où j'aurai qu'un seul service et je vais pouvoir sortir de cet aspect, je passe forcément par un fournisseur et un store. Effectivement, enfin, ce qu'on disait aussi, c'est une question de référence, enfin, de marché référent qui nous manque aujourd'hui pour mesurer l'usage des applications. Parce que c'est vrai que si on a 1 million de connexions sur les tablettes, portées par rapport, enfin, rapporté au nombre de tablettes, ça fait peut-être beaucoup. Aujourd'hui, la télévision, enfin les télévisions connectées, on ne sait pas exactement combien il y en a de connectées, ou au moins on n'a pas institutionnalisé, entre guillemets, un système de mesure comme il existe aujourd'hui pour l'audience télé traditionnelle. Je crois juste que Philippe doit nous quitter, donc on le remercie beaucoup. Merci Philippe. De ce moment-là. Mais Pascal, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, juste, moi je ne partage pas forcément la même vision autour du HTML5 et des sites web. Déjà, je pense qu'il faut différencier. HTML5, pour moi, ce n'est qu'un outil, qu'un langage, mais l'accès URL, moi je dirais même aujourd'hui, j'ai plus une vision de toute application qu'un accès site web. Moi, je pense beaucoup plus, enfin aujourd'hui, essayer de naviguer sur un site internet. Prenez Twitter, naviguez sur le site de Twitter sur votre iPhone ou sur votre smartphone et utilisez l'application Twitter. On n'a pas du tout le même usage. On est aussi sur les widgets, on est ici sur le moteur de recommandation. J'avais une discussion il n'y a pas très longtemps avec une société qui démarre dans le domaine des médias autour du vin, etc. Et il se pose même la question, est-ce qu'on doit faire un site internet? Est-ce que le site internet n'est pas uniquement là pour référencer le moteur de recherche, Google ou autre? Est-ce que l'usage n'est pas par l'application? Et là, effectivement, l'application, on est beaucoup plus proche des constructeurs, il faut dealer avec eux. Aujourd'hui, les nouvelles interfaces sont plus proches du widget que j'arrive sur une page de Google avec taper une URL ou taper un moteur de recherche. Enfin, moi, je pense que le tout Internet est un peu passé et on ne se rapproche plus du tout widget ou du tout applicatif. Maintenant, encore une fois, ça n'est qu'une vision. De la même façon qu'un téléviseur aujourd'hui est principalement orienté sur la télé, vu la taille des écrans, vu l'interaction qu'on commence à avoir dessus, vu la qualité des écrans, avec la 4K, la 8K, même s'il n'y a pas de contenu, ça veut dire aussi qu'on peut se positionner à 20 cm d'un écran aujourd'hui. On n'est plus ébloui par la luminosité, on ne voit plus les pixels, il n'y a plus la chaleur qui se dégage de l'écran, et donc chaque écran peut devenir un dashboard. Et c'est là où en fait l'orientation à la smart home a un intérêt, c'est que sur un écran donné qui ne servait qu'à regarder Plus belle la vie assis dans son canapé, le matin on va avoir les widgets dessus, on a la radio, on sélectionne aussi les alertes, on regarde son courrier, et c'est un écran qui peut être dans le salon, qui peut être sur le réfrigérateur, etc. etc. Voilà. Donc la navigation internet, je ne dis pas qu'elle va disparaître, c'est pas du tout ce que je dis, mais aujourd'hui je pense que pour une marque qui se lance, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je démarre sur un site internet ou est-ce que je démarre sur une application? Encore plus pour une émission de télé, est-ce qu'elle va être supportée aujourd'hui par un site internet ou est-ce qu'elle doit être supportée par une application? Ce ne sont pas forcément les mêmes coûts des deux côtés et le même engagement de référencement, c'est sûr, mais je pense que la question se pose aujourd'hui alors qu'elle ne se posait pas du tout il y a 3 ans. On y reviendra sur cette question d'avenir justement à la fin de ce débat. Gislain, vous voulez juste ajouter quelque chose? Oui, moi je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que disait Philippe sur l'expérience, où effectivement c'est important de fournir et de maîtriser l'expérience de son contenu qu'on veut vendre à ses téléspectateurs ou à ses internautes. Et aussi, ça a un autre avantage, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on lutte en permanence contre le piratage. Et que si quelqu'un est sur France Télévisions avec un tel device et qui n'accède pas au service légal, entre guillemets, ne trouve pas de manière légale le contenu de France Télé, il va le trouver de manière pirate. Et on n'est plus dans un axe où maintenant les internautes attendent, voilà, donc il y a la problématique de la chronologie des médias ou autre. Voilà, les internautes veulent tout de suite et maintenant pouvoir consommer le contenu de manière légale. Et s'ils ne le trouvent pas, ils vont aller le pirater. Il y a toujours des gens qui vont de base toujours le pirater. En tout cas, c'est très important d'être présent sur tous les supports et sur tous les écrans
si vous voulez lutter contre le piratage. Et tout à l'heure, on parlait des applications sur les stores qui ne veulent pas qu'il y ait de contenu adulte, d'applications adultes. C'est une hypocrisie, entre guillemets, puisque finalement, ils ne protègent pas le téléphone, en tout cas le smartphone, par rapport au contenu adulte. Et donc, il serait beaucoup plus intelligent de la part d'Apple de créer un vrai système qui bloque complètement l'usage du téléphone si vous le confiez à vos enfants, plutôt que de dire non, dans l'App Store, on ne trouve rien. Puisqu'il suffit pour le mineur de lancer Safari et il va trouver tout ce qu'il veut. Donc de dire qu'on ne trouve pas d'iPhone, enfin de porno sur un iPhone, c'est complètement hypocrite. Et c'est encore une fois pas vraiment le problème, et il vaut mieux se concentrer sur des vraies résolutions. Et là, c'est vrai que je pourrais même ajouter à titre personnel que j'ai vécu l'expérience, disons que... Enfin, j'ai vécu l'expérience avec mes enfants. Vas-y Jean, lâche-toi. Non mais c'est vrai que ce que dit Ghislain, autant... Sur Internet, il y a eu une progression sur l'ordinateur où on peut activer des niveaux de contrôle parental. Autant à ma connaissance, sur la télévision, effectivement, il y a des systèmes de contrôle parentaux avec des vignettes par âge, etc. Et là, on peut aussi verrouiller son téléviseur. Autant sur l'iPhone au moins, je ne sais pas si c'est sur Android, mais sur l'iPhone, c'est tout ou rien. Donc, tout enlever de l'iPhone d'un adolescent, c'est quand même difficile. Donc, voilà, à méditer là-dessus. Mais justement, si on parle aussi, je voulais aborder avec vous les modèles de monétisation aujourd'hui de ces services. On va développer un petit peu plus la publicité interactive avec l'intervention de Daniel Pau de Cavalcanti. Après, on a parlé déjà des systèmes d'abonnement, de revenus éventuellement indirects par rapport au téléachat, etc. Est-ce que, moi, je m'adresse comme ça, est-ce qu'il y a aujourd'hui, d'après vous, des modèles de monétisation qui se sont imposés ou qui devraient s'imposer sur le marché de la télévision connectée? Sur modèle économique, c'est une patate chaude. Nous, on a initié, je ne sais pas s'il y avait quelques images, on a produit pendant une dizaine d'années une émission de déco qui s'appelait Intérieur, et donc avec Jean et Pascal Hippolyte, on a développé une appli qui s'appelle Lifestyle, qui était destinée à... qui est d'ailleurs présente sur un certain nombre de plateformes, chez Apple TV, chez les constructeurs coréens. Et donc le modèle était assez simple, c'est de pouvoir rendre le spectacle pour eux au catalogue. Je m'explique, c'est-à-dire que le téléspectateur, d'abord c'était dans le cadre d'une expérience qu'on avait fait pour le CSA à Auxerre, dans le cadre de Mes Services TV. Et donc c'est une chaîne, enfin c'est un bouquet de chaînes qui était en concurrence dans le cadre de ce bouquet avec des chaînes traditionnelles linéaires. Donc on a essayé, pour ne pas rompre le modèle concurrent, j'allais dire, c'est de proposer d'abord un flux de télévision assez classique, et avec la télécommande, une fois la touche plus appuyée, se retrouver dans un environnement enrichi. Alors enrichi, ça veut dire quoi? Ça veut dire de pouvoir faire pause, de pouvoir changer, revenir sur le programme comme l'application dont je parlais M. Bourgois, j'ai oublié le nom, Salto chez France Télévisions, merci. Donc on a cette fonctionnalité-là, on peut évidemment aller vers le programme à côté, on peut naviguer Pierce, parce que c'est une proposition de décoration, donc ceux qui sont intéressés par un achat cuisine peuvent directement, grâce à la télécommande, aller dans la pièce cuisine. Et puis surtout, à un moment, donc le spectacle, j'allais dire traditionnel de la télévision, est peut-être rompu au profit d'une proposition de catalogue. Alors, de manière très simple, et par l'exemple, vous êtes en train de regarder une visite guidée d'une très jolie cuisine, et puis vous êtes interpellé par un robot ménager, ou une couleur de meuble, ou un modèle de table. Alors, c'est très simple, c'est que grâce à la télécommande, on peut aller chercher le produit qui vous a séduit, et là on rentre dans une interface qui ressemble plus à un catalogue avec un prix, la gamme,
l'endroit où on peut le trouver, aussi le site web qui est associé au produit que vous avez identifié. Donc on peut aller du spectacle au catalogue, et à l'inverse, lorsqu'on a un produit que l'on souhaite consommer, on peut passer par le produit et le retrouver ensuite mis en scène dans le cadre d'un spectacle, et on peut voir comment ce produit vit arrangé dans un appartement tout à fait classique. Donc, pour répondre à la question plus précisément, une fois ce contexte exprimé, le modèle économique, nous on a mis en place ce système d'aller du spectacle au catalogue et du catalogue au spectacle. Notre limite, c'est que nous ne sommes que des producteurs, nous ne sommes pas des vendeurs. Enfin, nous vendons, oui, des images aux médias, nous sommes des marchands, mais nous ne sommes pas des marchands de biens manufacturés. Donc le dispositif qu'on a mis en place aujourd'hui, il y aurait une réalité économique, mais que nous, on ne pousse pas parce qu'on n'est pas dans cette culture-là, c'est d'aller s'adresser à des gens qui sont des vendeurs de biens. Et nous, notre valeur ajoutée, c'est d'intégrer ces marchandises et de les rendre séduisantes grâce au spectacle que nous maîtrisons, et leur proposer, évidemment, proposer aux internautes, aux téléspectateurs, quel que soit le qualificatif qu'on leur donne, la possibilité d'acheter la marchandise une fois qu'elle a été mise dans le contexte que je viens d'évoquer. Pour l'instant, les chaînes que nous avons initiées, la chaîne que nous avons initiée et qui se retrouve en BD dans les différentes plateformes dont j'ai parlé, elle reste du spectacle et elle reste du service, de l'information, puisque on n'est pas allé jusqu'à la réalité du modèle économique, c'est-à-dire la possibilité d'acheter et d'être livré du produit qu'on a vu sur cette chaîne de télévision. Donc, la phase d'après, pour un retour sur investissement, oui, c'est le e-commerce, et c'est une forme renouvelée, modernisée d'un home shopping service qui ne demande qu'à être implémenté si, évidemment, il y a aujourd'hui des marchands qui souhaitent s'appuyer sur ces technologies-là. Juste pour compléter, sur une zone non gérée comme la télévision classique. C'est-à-dire d'un point de vue publicité, d'un point de vue placement de produits, d'un point de vue juridique, vous faites aujourd'hui ce que vous voulez sur la télévision interactive, et je profite que Philippe soit parti, pour dire France Télévisions a de la publicité après 8 heures sur la télé, sur leurs applications interactives. Et j'en profite pour une remarque sur ce qu'a dit tout à l'heure Pascal Hippolyte, en étant troublé qu'aux États-Unis on faisait payer la Catch-Up TV. Enfin, moi en tant que contribuable, je paye déjà la redevance. Donc si en plus je dois payer la Catch-Up TV de France Télévisions, pour le coup ça serait incohérent. Et donc je pense que c'est bien que l'accès au Catch-Up de France Télévisions soit gratuit. Vous avez vu, Stéphane veut juste dire quelque chose après? C'est M6 qui a commencé à donner gratuit. Oui, juste sur le modèle économique, donc nous on travaille sur le deuxième écran simultané pour une raison bien simple, c'est qu'aujourd'hui, ce que vend une chaîne de télévision commerciale, donc je mets de côté les chaînes qui sont entièrement financées par l'abonnement, des choses de cet ordre-là, mais toutes celles qui sont financées par leur activité commerciale, comme disait un célèbre président de chaîne ou directeur général de chaîne, il vend du temps de cerveau disponible. Et c'est justement cette problématique de vente du temps qui disparaît une fois que celui-ci est passé. Et quand vous travaillez sur le deuxième écran et que vous retirez en fait l'attention du premier pour emmener sur le deuxième, vous le perdez sur le premier. Donc en fait, c'est un vrai souci de réussir à faire que finalement 1 plus 1 fasse 2 et ne fasse pas simplement 1, voire moins. Que quand vous avez vendu cet espace sur le deuxième écran, bah, finalement vous n'avez plus de valeur sur le premier. Donc nous, quand on fait l'émission que vous avez vue là, le gros intérêt, c'est que chaque téléspectateur interactif a un écran dans lequel il s'est identifié, donc on le connaît très très bien, et où finalement il a une partie d'écran qui lui est personnelle pendant le même temps d'antenne. Donc effectivement, là, on a une beaucoup plus grande liberté. Dans un jeu télé aujourd'hui, en termes de présence d'un sponsor, vous êtes très très bordé. C'est un billboard en entrée, un billboard au moment où vous annoncez les lots, et puis un billboard en sortie. Rien ne vous empêche, quand vous avez un deuxième écran simultané, je suis Coca-Cola, je sponsorise l'émission, le jeu télé. Je sais que j'ai un enfant, bah, je vais lui proposer du Coca avec David Guetta. Je sais que j'ai maman, je vais lui proposer le Coca Zéro, non Diet, le Coca Light. Et je sais que j'ai un adulte homme, je vais lui proposer le Coca Zéro. Et donc je vais avoir sur ma tablette en permanence là. Et donc j'augmente le temps d'exposition
sans cannibaliser, en fait, au moment où la pub va apparaître, je peux tout à fait supprimer cela, et pendant les 30 secondes, puisque cet écran est synchronisé, que je suis au milieu de mon jeu télé, que je suis en train de jouer, donc j'ai pas envie de perdre cette synchronisation, je peux tout à fait, au moment où j'ai une pub pour Citroën, pendant ces 30 secondes, avoir une communication spécifique sur ce deuxième écran en fonction de la cible qui est identifiée, ou ne rien mettre. Et du coup, à Citroën, je vais pouvoir lui vendre une audience surqualifiée, avec un public qui est complètement identifié, qui va pouvoir cibler de manière beaucoup plus forte, dans un deuxième temps, en dehors du moment de l'émission. Et du coup, l'annonceur qui va arriver juste après Citroën, je vais pouvoir lui garantir que le deuxième écran est libre et que la personne est en train de regarder son écran télé. Et c'est ça aujourd'hui le vrai problème. Quand vous essayez de vendre le deuxième écran en disant, bah voilà, dans votre écran publicitaire, mettez cet appel pour aller sur le deuxième écran, c'est vrai que vous allez peut-être pouvoir le vendre plus cher à l'annonceur qui va prendre cette fonction, mais l'annonceur qui va arriver juste après va vous dire, bah attendez, il y en a combien de pourcents qui sont partis, dont l'attention est sur le deuxième écran, moi je veux payer moins cher mon écran publicitaire. Donc finalement, bah, vous n'arrivez pas à survaloriser l'ensemble de votre espace. Donc c'est pour ça que nous, on travaille sur cette synergie des deux écrans, parce que le fait d'avoir cet espace qui est individuel, personnalisé, et que l'on peut complètement cibler, crée beaucoup de valeur pour la chaîne de télévision. Juste un chiffre, mais qui montre bien la donne. Encore l'année dernière, TF1, qui reste quand même un mammouth de la télévision commerciale en France, c'est quand même le leader, archi-leader. Quand vous regardez ses résultats, ses comptes de résultats annuels, ils ne font pas plus de 1,5% de leur revenu publicitaire qui vient de la publicité sur Internet. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas sur Internet. Ils n'arrivent pas à vendre de la publicité Internet. Et ça, c'est leur vrai gros problème. C'est qu'aujourd'hui, le business model est en train de se transférer. Les annonceurs se disent, bah, finalement, quand quelqu'un a un deuxième écran connecté, il a plutôt son attention sur le deuxième écran, il va plutôt aller acheter de la publicité aujourd'hui sur Facebook, sur Twitter, sur ces sites-là. Ce qui, d'ailleurs, moi, me méduse, c'est que on continue à entendre sur les chaînes de télévision, aller sur hashtag je sais pas quoi, ils sont en train d'alimenter leurs concurrents et d'appauvrir leur business model. C'est pour ça que de plus en plus, ils créent leur application de télé sociale et qu'ils essayent d'apporter quelque chose de plus, mais c'est très compliqué d'expliquer à quelqu'un pourquoi il est utile d'aller créer un compte sur le site de TF1 ou sur l'appli de TF1 ou d'M6 quand ils ont déjà un compte sur Twitter ou Facebook. Sauf si vous leur apportez quelque chose de supplémentaire, et c'est là où nous, on a mis l'avatar en œuvre, parce que l'avatar fait que finalement, bah, la promesse d'aller créer un compte sur le site de la chaîne, c'est que je vais avoir un objet avatar qui va peut-être passer dans l'émission. Donc ma promesse, mon offre, c'est ce fantasme, Andy Warhol, hein, le quart d'heure de célébrité de chacun, je vais peut-être me voir à la télé, c'est super, c'est génial. Il y a aussi peut-être un problème, enfin, des difficultés aujourd'hui d'organisation et du marché de la publicité où voilà, il faut aussi que les chaînes les éditeurs s'approprient ces technologies, et c'est vrai que c'est plus facile de continuer sur une politique de publicité de masse plutôt que de commencer à réfléchir à de la publicité individualisée, localisée, etc. Ce qui est d'ailleurs a priori encore interdit aussi en termes de télévision, donc là aussi il y a un paradoxe à régler, enfin il y a beaucoup de choses à dire sur la publicité, mais on va y revenir également. Il y a peut-être une question dans la salle? Oui, j'ai une question, je suis une productrice traditionnelle, on va dire. J'aime bien le terme traditionnel. Et qui s'intéresse depuis peu donc, à la télévision connectée. Donc, je rebondissais sur ce que vous avez dit, Pascal Hippolyte, concernant donc, la publicité, ce qu'on a développé. Donc, dans la télé connectée, l'utilisation de la publicité, ou du moins la publicité peut être tout à fait utilisée sans problème, contrairement à la télévision actuelle, enfin la façon dont on l'utilise. Et puis concernant aussi, j'ai une question concernant les droits. Comment produire, ce qu'il en est de produire des programmes et de la gestion des droits dans la télévision connectée, où on en est. Est-ce qu'il y a un livre juridique, ou du moins qu'est-ce que dit la juridique sur ce sujet et comment ça se passe? Vous signez des contrats avec des diffuseurs, n'est-ce pas, quand vous produisez un actuellement, contrat oui, reste dans le transactionnel. Donc, vous lisez vos contrats, à quel moment vous récupérez votre copyright? Ah non, mais je veux dire que si vous créez demain, ex nihilo, un programme pour la télévision connectée, ou si vous utilisez des programmes déjà existants. Eh ben, la propriété appartient à celui qui le finance. Donc, si... Ma collègue, complément est dans la salle. Je peux répondre
Est-ce que je Non, peux justement, moi ajouter, je ne parle qu'au niveau mondial. Enfin, peu importe d'ailleurs, quel que soit les droits, c'est une durée et un territoire. Donc, Ça me paraît pas très clair. Je voulais ajouter peut-être une petite pierre à l'édifice. Je suis Karine Léry, je suis avocate. Et effectivement, la question qui se pose lorsqu'on s'aperçoit que d'une œuvre, il y a une multiplicité d'œuvres, c'est donc au niveau de la création de la chaîne des droits, c'est-à-dire de quel droit j'acquiers auprès des créateurs pour me permettre de pouvoir, à partir d'une œuvre, en faire plusieurs. Et la question de la notion de qu'est-ce que l'auteur d'une œuvre et qu'est-ce qu'on achète comme œuvre pour faire quelles autres œuvres derrière, sachant que c'est tous des dérivés au même moment de manière simultanée, donc on n'est plus dans les œuvres secondes les unes à la suite des autres, mais une création multiforme dès le départ, avec, et alors il n'y a pas un vide juridique, mais il faut un peu se creuser la tête pour faire des contrats un peu bien foutus, qui permettent cette multiplicité des usages pour ne pas se mettre en position de contrefaçon vis-à-vis des créateurs. Donc effectivement, acheter les maximums de droits pour le maximum, enfin, pour le monde entier, pour les durées les plus longues, etc. Et puis il y a aussi la question de la compétence du créateur, parce que vous avez donné l'exemple du documentaire classique qu'on voit à la télé, et puis en même temps il y en a un autre où on se balade à l'intérieur du documentaire, et ça c'est quelque chose d'autre. Il n'est pas non plus évident de penser que celui qui sait faire le documentaire classique de la télévision, donc qui est ce réalisateur-là, soit aussi le réalisateur qui soit capable de faire la même réalisation, mais avec une notion d'interactivité, de se balader. Donc effectivement, il y a une problématique de droit, donc l'essentiel est de le savoir, et des vides juridiques, c'est un peu difficile de dire qu'il y a des vides juridiques, parce qu'il y a des mécanismes qu'il faut maîtriser et ensuite les traiter, les envisager, se mettre en perspective, et savoir, en fait c'est la question que pose toujours le juriste, qu'est-ce qu'on veut faire, donc d'abord de se projeter sur l'usage de l'œuvre de manière très précise et pas au hasard. C'est la problématique transmédia. Je sais ce que je veux faire, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je dois acquérir comme droit, avec peut-être un raisonnement par rapport à un secteur qui est celui qui est pas interactif, mais qui est multiforme, qui est peut-être le secteur de l'animation, avec les créations de bibles, les déclinaisons, jeux vidéo, enfin, qui est un secteur qui est assez en avance et par rapport à d'autres. Mais effectivement, il y a une problématique de droit, mais qui n'est pas infaisable ni inenvisageable, mais il faut juste la prévoir de manière très consciente pour ne pas ne faire que le contrat de base classique qu'on faisait avant, quand on faisait un film, un long métrage avec un auteur. Voilà. Et en plus, votre référence, c'est le territoire français. Et en plus, voilà. On raisonne autrement. Un réalisateur à l'étranger, c'est un technicien. Nous, on le considère comme ça, d'ailleurs, avec évidemment son assentiment et malgré le cadre juridique très contraignant en France qui protège les auteurs. Moi, j'ai la faiblesse de penser qu'un réalisateur n'est qu'un technicien, que la vraie création, elle est dans l'écriture. Je sais que ça peut provoquer... Ça dépend des œuvres. Absolument. Et aussi, il faut distinguer les œuvres de flux, les œuvres de stock. Vous avez tout à fait raison de dire qu'un réalisateur, là encore traditionnel, n'est peut-être pas la bonne personne pour se réemparer d'un matériau que d'autres vont transformer plus habilement et qui seront peut-être plus compétents pour le faire. Donc ce sont des problématiques tout à fait nouvelles et qui même remettent en cause la manière de penser et de produire, vraiment, de manière très profonde. On ne travaille pas en ce moment comme on travaillait il y a seulement 5 ans. Et donc j'imagine que les problématiques juridiques, elles accompagnent, elles épousent ces transformations et ces mutations. Oui, vous avez dit une chose qui est tout à fait vraie, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve avec une juxtaposition de talents. Quand on regarde le jeu que nous avons développé, c'est avant tout un jeu télé, mais c'est un jeu télé qui peut être interactif. Quand on regarde les clés et les moteurs qui vont faire fonctionner quelqu'un qui est interactif, ce ne sera pas du tout les mêmes clés et moteurs que ce qui va faire qu'un téléspectateur passif va rester devant le programme. Et c'est là où effectivement, on commence à avoir un comportement schizophrénique qui fait que ce n'est pas forcément la même personne. En tout cas, c'est une équipe et on rentre dans cette logique de réflexion collective, pour ne pas utiliser le terme d'œuvre collective, qui est toujours le sujet qui fâche en France. Mais ça veut dire surtout une chose, effectivement, c'est la nécessité
en amont d'avoir une réflexion globale. C'est-à-dire on n'est pas parti d'une émission de télé en se disant comment est-ce qu'on la rend interactive. On a une réflexion globale. Et aujourd'hui, la France a un peu de retard à ce niveau-là, dans le sens où encore, quel que soit le diffuseur, même s'il y a des volontés, on voit bien les groupes de recherche chez France Télévisions où il y a cette volonté d'avoir cette réflexion globale, mais je veux dire globalement justement, structurellement, vous avez la diffusion, la télé d'un côté, et puis vous avez l'interactivité de l'autre. Et puis quand vous êtes sorti du linéaire, on vous dit, bah, va voir le gars du non-linéaire et tu vois ce que tu peux faire avec. Et ça communique assez peu ensemble, et c'est assez difficile de monter des budgets de cette nature-là. À l'époque où j'étais à la 5e, puisque j'ai fait partie de cette aventure avec Jean-Marie Cavada, j'ai souvenir de discuter avec mon homologue de BBC Education en 96, qui m'a dit, donc moi je m'occupais de tout ce qui n'était pas émission de télévision, pour tout ce qui était développement interactif et accès au savoir, et il m'a dit, ah, bah, mon poste disparaît. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, avant on avait des TV producers, bah, à partir du 1er janvier, ils deviennent producers. Et ils ont le budget pour gérer tous les supports. Et c'est un seul budget et la globalité. On était en 96. Je dis, mais comment est-ce que vous allez faire? Parce que les TV producers, ils ne savent pas faire les médias interactifs. Bah, ils vont apprendre, puis s'ils n'apprennent pas et s'ils ne comprennent pas, bah, on les changera. C'est la version anglo-saxonne. Bon, ceci étant, ça fait donc maintenant 15 ans qu'ils font ça. On s'émerveille devant les productions anglo-saxonnes en disant c'est merveilleux, c'est génial. Ben oui, c'est parce que chez le producteur, enfin chez le diffuseur, il y a un interlocuteur unique et une réflexion globale. Ça aujourd'hui, on ne l'a pas encore en France, et c'est aujourd'hui l'une des choses qui complique énormément ce travail de réflexion très en amont. Et là où il pourrait y avoir peut-être même une démarche un peu collective, c'est quand on va vers les sociétés de gestion de droit, puisque c'est quand même les interlocuteurs qui vont rémunérer les auteurs. Les compartiments c'est tellement compartimenté et c'est tellement analysé selon le vieux métier, mais même du cinéma, c'est-à-dire on ne parle même pas de la télévision, des séries, des films, des choses comme ça, avec des réflexes même de l'édition, c'est-à-dire vraiment vieux métier, au-delà du siècle précédent, même celui d'avant. Il doit y avoir une réflexion globale qui n'existe pas. C'est-à-dire que si vous vous souvenez que l'année dernière, il y a eu un atelier transmédia au Forum des images, il y avait tous les représentants des sociétés de gestion collective, ils n'ont aucune réponse. Et c'est assez effrayant parce que quand on dit comment je paye l'auteur, alors on les paye pas. Non mais c'est peut-être parce qu'on pose justement tous ces problèmes dans le cadre d'intervention généraliste, ça vaut peut-être le coup de faire des choses très ciblées, effectivement. Avec ces interlocuteurs. Moi je suis un enfant du Minitel, j'ai accompagné Antenne 2 à l'époque sur la télématique. Aujourd'hui on s'émerveille du multi-écran, je peux vous garantir que en 85, lorsque l'on diffusait un déroulant pour inviter à aller sur le site de Stade 2 pendant l'émission ou sur le site de Pivot à Poste, le déroulant n'avait pas fini de passer, qu'on saturait déjà les serveurs. Ce qui veut dire que déjà, les gens à l'époque regardaient la télévision avec un deuxième écran, c'était le Minitel, c'était un peu dérisoire. Mais à l'époque, moi je me rappelle en 95, quand j'ai rencontré mon homologue de PBS qui montrait comme c'était fabuleux ce qu'il faisait sur Internet aux États-Unis. Il avait 2 millions d'utilisateurs d'Internet aux États-Unis. Je lui disais, mais attends, nous ça fait 10 ans qu'on fait ça en France et on a 16 millions d'utilisateurs du Minitel en France. C'était ça en 95. Donc aujourd'hui, l'expérience, l'expertise, la connaissance de l'interactivité, on l'a, on a les technologies, on a les bons créateurs de formats. Je suis d'accord avec vous. Il y a un moment, il y a un mec qui a le pied sur le fil. Il y a d'autres questions avant de... Oui, bonjour. Franck Carlos-Idéus, je suis aussi avocat, comme on l'a dit tout à l'heure. Je voulais rebondir par rapport au droit. Il y a une notion qui m'a paru très intéressante dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était que finalement il fallait valoriser les rushs. Et je crois que l'une des solutions pour permettre de démultiplier ces exploitations, effectivement, pour le producteur, ça va être d'être propriétaire de rush en amont, pour effectivement permettre ensuite de diversifier l'exploitation. Et on pourrait faire un parallèle. Ce qui existe dans la musique aujourd'hui, lorsque Internet est apparu, on a développé les contrats qu'on appelle à 360 degrés, où avec une même matière, on donne plusieurs exploitations. Je crois qu'effectivement, on va finir par s'orienter vers ça. Et donc si on voulait, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais c'est vrai que cette question des droits me semble être intéressante pour mener peut-être d'autres débats. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, moi je voulais en poser une personnelle à l'ensemble de nos invités. Je ne sais pas s'ils auront envie même d'y répondre, mais moi j'aimerais bien savoir quelle est leur vision
à court ou surtout à moyen terme aujourd'hui de la télévision connectée? Dans le sens, peut-être dans 5 ans, Ghislain, vous voyez tout ça comment? Alors moi, c'est particulier lié aux contraintes légales et fiscales de nos contenus. L'interactivité est compliquée liée au contenu adulte. Là où effectivement on va plutôt nous aller, c'est sur le business model de la vente du contenu qui va profondément évoluer. C'est impossible dans l'industrie adulte de faire un business plan à 5 ans ou autre, ça n'existe pas. Nous on travaille qu'à 3 mois parce qu'on est obligé d'avoir une souplesse, parce qu'une technologie demain arrive, parce qu'une contrainte fiscale arrive demain, parce qu'une contrainte légale arrive demain. Voilà, on parlait des financements publics. Nous ne bénéficions d'aucune aide publique. La taxe sur l'audiovisuel adulte, sur la vente d'une vidéo, est à 2% sur le contenu traditionnel, elle est à 10% sur l'adulte. Donc 10% de notre chiffre d'affaires va au CNC qui ne nous aide pas en contrepartie. Donc voilà, il y a des hypocrisies légales en France. Donc c'est très compliqué d'envisager un avenir à si long terme. Là, ce qu'on va lancer dans quelques jours, c'est une offre de SVOD agressive en termes de tarifs pour essayer de lancer un peu un Netflix adulte, multi-écran et multi-langue. Voilà, ça c'est notre gros enjeu à venir. Pour autant, on ne sait pas s'il y a une rentabilité, un amortissement, un enjeu. Voilà. Mais notre but c'est d'y aller et on a l'habitude chez Vercel d'essayer d'innover, d'anticiper et on regarde après. En tout cas, on peut pas faire d'études clients, on ne sait pas qui sont nos clients, les clients dépendent du support. Un client magazine n'est pas un client télé, n'est pas un client VOD. Donc voilà, c'est très différent. Donc ce qui fait que vous devez en permanence tester et adapter et optimiser en permanence. Donc, ce qui rend le métier plus original et obligé de effectivement pas attendre qu'il y ait quelqu'un le pied sur quelque chose pour freiner. On est obligé d'innover. Voilà. Stéphane, les Imbattables diffusés aux États-Unis? Je pense qu'on a plus de chances de le diffuser aux États-Unis que de le diffuser en France. Mais ça, il faut pas le dire. C'est effectivement un peu le souci. Non, une chose est sûre, c'est que le téléviseur continuera à exister. Il se vend encore 4 ou 5 millions de téléviseurs par an en France et c'est pas un peu partout dans le monde. Donc l'image de la personne dans son canapé un peu avachie, il ne faut pas oublier que c'est une réalité, que quand on parle de télévision interactive, quand on a 5, 10, 15, allez, peut-être 20% des téléspectateurs interactifs, on va avoir 80% de téléspectateurs passifs. Donc faire de la télévision qui fasse que la majorité du téléspectateur soit attiré, soit autour de l'écran, restera quand même quelque chose de prioritaire et d'important. La télévision et notamment les chaînes de télévision peuvent créer le rendez-vous. C'est ça qui est important, c'est créer l'événement. On voit bien qu'aujourd'hui, les formats qui fonctionnent bien en télévision sont des formats qui créent l'événement. Le sport se négocie avec des tarifs délirants. Toutes les émissions d'événements du type The Voice, bientôt vous verrez Rising Star, créent l'événement parce que c'est à ce moment-là que ça se passe. Alors il y a aussi du catch-up, mais on regroupe les gens autour de la télévision et l'interactivité apporte un plus qui, elle, va permettre d'aller vers d'autres business models. Parce que le vrai péril des chaînes de télévision, aujourd'hui, c'est la perte du business model sur l'écran de télévision linéaire. On voit que progressivement, les annonceurs transfèrent leur budget de la télévision vers d'autres supports interactifs parce qu'ils peuvent les cibler et que tout l'enjeu des chaînes de télévision, c'est de réussir à maîtriser ce deuxième écran ou cette interactivité, qu'elle soit sur le premier ou sur le deuxième écran, et ensuite le valoriser. Donc il faut que l'offre soit très très forte, et pour que l'offre soit très très forte, il faut qu'elle soit conçue exactement comme on la conçoit pour l'émission linéaire, donc en essayant de faire quelque chose qui apporte une vraie expérience téléspectateur interactive qui soit différenciante, enrichissante, marrante, sympa. On parle beaucoup de gamification, mais bon, on connaît toutes les clés qui peuvent faire que quelqu'un va aller sur un deuxième écran. Il y a la télé sociale aujourd'hui, mais on va retrouver l'adulte, on va retrouver le jeu, on va retrouver le gain, on va retrouver tous ces éléments classiques qui font que un produit d'interactivité qui nécessite de l'énergie et de l'investissement va se développer et les gens vont finir par aller dessus. Donc nous, on est vraiment sur cette logique de se dire, il y a une écriture à faire, mais il faut le prendre dès l'amont et réfléchir pour offrir vraiment une expérience pour le téléspectateur interactif qui soit très très différenciante et très enrichissante. Aujourd'hui, justement,
les producteurs ou réalisateurs passent par les chaînes de télévision essentiellement, enfin, ils sont tenus un petit peu là-dedans. Est-ce qu'on peut imaginer que les producteurs ou les auteurs toucheront dans 5 ans directement leur public via d'autres réseaux? Alors déjà, ils les touchent différemment en étant accompagnés par les chaînes de télévision. C'est-à-dire que ce qu'on vendait il y a seulement 3 ans, on ne le vend plus aux chaînes de télévision. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne vend plus un documentaire de 26 minutes. Ça n'existe plus. Donc on vend tout un dispositif. On vend du contenu qui s'exprime différemment en fonction des plateformes. Et nos clients traditionnels ont aujourd'hui des plateformes alimentées. Ils ne sont pas simplement juste des broadcasters comme avant. Ça, c'est un premier élément. Donc, on épouse évidemment l'ambition de nos clients historiques qui changent. Sur la deuxième question, c'était très excitant pour un producteur il y a quelques temps de se dire, c'est un vieux rêve, enfin on va s'affranchir des fourches codines de nos clients traditionnels pour aller solliciter les clients finaux. C'est formidable, hein, sur le papier, c'est magnifique, parce que jusqu'à présent, on pouvait se dire, lorsque le programme ne marchait pas, bah oui, mais c'est la faute du programmateur. Alors, ils ont une expérience quand même dans la programmation. Ces gens, ils savent accumuler de l'audience, donc c'est pas complètement anodin comme métier. Et nous, pendant des années, on ne s'est pas intéressé à ces problématiques-là. Notre boulot consiste à proposer, à vendre du contenu, ce contenu rencontrant une audience qui, elle, est maîtrisée par notre premier client. À la fois en termes éditorial, je sais à quelle heure je les mets, et puis aussi d'un point de vue publicitaire, puisque ce sont les régies qui valorisent des masses de gens auprès de leurs annonceurs. Donc, est-ce que c'est une opportunité pour nous de pouvoir s'adresser directement à nos téléspectateurs? Je vais revenir au point que j'évoquais au tout début. Si vous ne dépensez pas le ticket d'entrée pour s'adresser à des gens directement lorsque ce n'est pas votre métier de base, c'est très cher. On pourrait tout à fait imaginer de produire du magazine d'investigation que les chaînes n'osent pas proposer, encore que c'est de moins en moins vrai, parce que vous avez remarqué que les chaînes françaises et européennes ont laissent de plus en plus de place à du magazine d'investigation. Mais imaginons que sur des sujets très touchy, il n'y ait pas l'audace de nos clients traditionnels. Est-ce qu'on pourrait le faire? Sur le papier, oui, on peut tout à fait dépenser beaucoup d'argent en amont en enquête, réaliser une magnifique enquête, mais il faut dépenser encore plus d'argent pour dire aux gens que nous avons réalisé cette enquête et qu'elle est disponible à un moment donné sur une plateforme donnée. Donc oui, sur le papier, c'est tout à fait excitant, et nous, chez Thelony, c'est une problématique qui nous occupe beaucoup. C'est comment s'adresser directement aux gens en ayant aussi à l'esprit qu'il ne faut pas devenir les concurrents de nos clients. C'est quand même important. Aujourd'hui, comme on l'a vu, le modèle économique est en devenir. Il n'est pas pour l'instant figé. On va hypothéquer des flux financiers venant de nos clients traditionnels. En tout cas, moi, de mon point de vue, je ne le fais pas, j'ose pas. Je préfère, il est parti, les accompagner, encore une fois, dans des problématiques différentes, nouvelles, innovantes. Mais très franchement, nous tous, pour conclure, on est tous, si on est très sincère, on marche un peu à l'aveugle. Parce que je ne sais pas quel est le devin ici qui peut se projeter, ne serait-ce qu'à 3 ans. Enfin, il y a 3 ans, moi, je n'avais pas de community manager. Aujourd'hui, j'ai 4 community managers. Je ne savais même pas ce que c'était il y a 3 ans. Donc dans 3 ans, on va très vraisemblablement trouver des nouvelles fonctions qui vont nous aider, encore une fois, à rencontrer un public. Et c'est bien ça, ce métier ne changera jamais, d'une certaine manière. Là, si je suis un peu radical, c'est que notre métier consiste bien à générer du contenu pertinent aujourd'hui qui va s'exprimer sur différentes plateformes qui n'existaient pas jusqu'à présent, et vraisemblablement d'autres plateformes et d'autres usages qui
qui n'existent pas encore, mais qui existeront dans 6 mois. Donc le truc, c'est d'avoir les yeux grands ouverts, d'avoir des antennes, et surtout de regarder ce qui se passe, pas simplement en France, à l'étranger, regarder des comportements en permanence, et se nourrir de ça, en espérant ne pas faire trop d'erreurs. Voilà. Apprendre en avançant. Apprendre en avançant, franchement, c'est assez... Et d'avoir une position assez humble. Juste pour rebondir sur ce que tu as dit avant de répondre à ta question, Jean, aujourd'hui, la seule chaîne qui a l'habitude de faire du CRM, de faire la gestion avec son audience, et je dirais même plus que ça, ce sont ses clients, c'est Canal, depuis les années 80. Demander à France Télévisions de faire attention à Madame Michu en dehors des grandes masses, d'aller chercher une personne en particulier, faire du community management, etc., je ne suis pas certain que ce soit leur métier. Si j'étais président d'un France Télévisions ou d'un TF1 aujourd'hui, j'irais plus chercher un directeur marketing du côté d'Amazon que du côté de la télévision aujourd'hui. Alors je suis peut-être provocateur en disant ça aujourd'hui, mais c'est ça le business de demain. Et moi, la projection que je vois de la télévision demain, c'est le mot français pour télévision, le mot anglais pour télévision connectée, c'est Smart TV. J'aimerais bien que la télévision devienne intelligente. Et je pense qu'elle va devenir intelligente. À la manière de ce qu'a annoncé Amazon il y a 2 jours, de dire les colis, avant même que vous les commandiez, en fait, on va vous les envoyer. Et c'est une fois qu'ils seront chez vous qu'on va vous dire, vous devriez commander ça, c'est vachement bien. Je pense que la télévision, lorsque je vais l'allumer d'ici quelques années, va me proposer un contenu qui va me correspondre, parce qu'elle va me reconnaître automatiquement, c'est déjà le cas aujourd'hui des téléviseurs, et surtout qui va être alimenté. Pourquoi elle va être capable de me proposer un contenu? Parce qu'elle sera alimentée par les métadatas qui viennent des produits classiques, de la télévision classique, de l'EPG, mais aussi de Facebook, de YouTube, des réseaux sociaux, des différents réseaux sociaux, d'Internet, la vidéo aussi locale, hébergée chez moi, et tous ces contenus-là vont être mélangés à l'intérieur d'un cloud qui va être poussé en fonction de ce que je regarde et de ce que je fais à un instant T. Regardez par exemple le Nest, qui est le thermostat qui vient juste d'être vendu à Google à plusieurs milliards. Donc c'est un thermostat qui règle la température automatiquement. Vous le branchez chez vous, il analyse au bout d'une semaine, vous allez retour à l'intérieur de la maison, le nombre de personnes qu'il y a dans la maison et quand est-ce qu'il doit afficher, qu'il doit gérer la température. La télévision, ça va être la même chose. Alors on rentre dans un domaine où tout va être géré par quelque chose d'extérieur, ça ne veut pas dire qu'on aura plus de choix, mais en tout cas, il sera prédéfini. Je me fiche de regarder TF1, je me fiche de regarder France Télévisions, je me fiche de regarder le produit de tel ou tel producteur. Ce qui m'intéresse, c'est le produit final. Et à le regarder à un instant T. Moi, j'ai l'impression que quel que soit l'écran, que ce soit du mobile, tablette, Smart TV, écran sur les réfrigérateurs, encore une fois aujourd'hui, on a 7 écrans dans le foyer, je pense qu'il y en aura une quinzaine, voire une vingtaine dans 5 ans à l'intérieur du foyer ou à l'extérieur du foyer, dans les voitures, sur les vêtements, etc. Il faudra que ce contenu, de toute façon, m'arrive de façon smart. Et je pense que les moteurs de recommandation vont avoir énormément de place à jouer dans les années à venir. Et encore une fois, ils ne seront alimentés que par les métadatas, non pas par les contenus eux-mêmes que vous allez produire, même si on a de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance de visage, mais par les métadatas que vous allez produire avec ses propres contenus. Ben merci, c'est un propos de la fin peut-être. Il y a un petit problème sur ce que vous venez de dire, c'est que surtout en France, c'est qu'aujourd'hui en France, on n'a pas le droit de profiler les gens. Donc le thermomètre ou je sais pas quoi de Google, votre reconnaissance faciale, tout ce que vous êtes en train de dire concernant le profilage, il faut que les gens disent oui, j'accepte d'être profilé. Sauf si c'est local à la maison. Sauf si c'est local à la maison. Non, je suis désolé. Quand vous êtes sur votre Facebook, vous n'avez pas le droit d'être profilé. Ils se sont pris des procès là en Europe. Je parle sous contrôle de l'avocat sur l'extrême à gauche. Parce qu'ils n'ont pas une politique claire en matière de respect des données personnelles. Je suis tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, lorsqu'on impose, je crois que c'est 120 000 euros ou 190 000 euros, enfin 150 000. Voilà, 150 000 euros une amende à Google, je ne suis pas certain que ça les freine énormément. Non, mais non, on est bien d'accord. Google, on parle de télévision là. Oui. Donc, est-ce que 150 000 euros à une chaîne de télévision qui fait du documentaire, ça ne va pas lui faire du mal? Mais aujourd'hui, vous êtes encore dans le domaine de chaîne. Moi, je pense que demain, je m'abonnerai à la télé sur YouTube, je m'abonnerai à la télé sur Google. Je pense que, encore une fois, il y a le paquebot à bouger. Non, mais attendez, vous déplacez ma question en vous abritant derrière des choses qui existent déjà. Mettons-nous dans le cadre de cette table ronde où on est en train de dire on va faire des nouvelles choses, on va les produire autrement.
La personne qui démarre ou la chaîne qui veut se mettre justement dans ce cas-là, elle va se mettre en face de ce problème de profilage. Et on ne peut pas lui donner... C'est un problème. Là, je peux vous apporter une réponse. À partir du moment où il y a un bénéfice... À partir du moment où il y a un bénéfice utilisateur, pourquoi l'utilisateur serait contre ce profilage? Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est légal. Non, mais justement, alors moi, je travaille sur ces projets-là. Mais je travaille là-dessus, mais pas en France. Parce que je sais qu'en France, il y a un problème. Parce que si vous voulez, si on va jusqu'au bout de ce que vous êtes en train de dire, on peut amener de la publicité grâce au profilage qui a été fait avant, sur les différents médias, sur les différents écrans, etc., etc. Mais vous n'allez pas jusqu'au bout sur le problème français. Mais je vais vous apporter justement une réponse directe. Enfin, si on est en train justement au sein de la FDSI avec d'autres organisations de traiter ce problème, ça fait 2 ans déjà qu'on travaille, et en particulier sous l'angle de la publicité avec l'ARP, le SNPTV, l'UDECAM, etc., que ce sujet du profilage et de la personnalisation, enfin de la géolocalisation des téléspectateurs a été également porté dans les discussions sur la télévision connectée au sein de groupe de travail du Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est un sujet très important et très prégnant. Et pour lequel justement notre démarche consiste à dire, vous dites Pascal, si ça bénéficie au téléspectateur et que le téléspectateur est d'accord, il doit pouvoir donner son accord, mais donner son accord, ça nécessite un dispositif et ça nécessite aussi que la réglementation prévoit que le téléspectateur peut donner son accord. Mais bon, ça c'est pas très difficile à mettre en place. Si demain on a tous choisi de le faire, enfin, au niveau organisation professionnelle. Ah mais je suis d'accord là-dessus, mais il ne fallait pas amener le débat que vous avez amené de cette façon-là. On parle d'une projection à 5 ans aussi. Oui, tout à fait.